En décembre 2021, le MRJC, Mouvement rural pour la jeunesse chrétienne, a organisé un stage de recherche sur la démocratie. Ce stage a donné lieu à la réalisation d'une série d'épisodes de podcast. Bienvenue à Démocratie. Es-tu là? Il y a donc une adhésion générale à la démocratie. J'ai un peu l'impression que c'est une espèce de truc hyper lointain, où en fait de toute façon on n'a pas vraiment de prisme, et puis là au vu des candidatures qu'on a actuellement... Il ne faut pas sous-estimer la peur des dominants lorsqu'un mouvement met en question leur domination. Ils se battent, ils sont prêts à mourir pour pouvoir promettre à leurs enfants une meilleure vie. La méritocratie, non seulement ça va masquer les effets de l'héritage, mais en plus ça va permettre de justifier les privilèges. Ouais, bien manger, ça a un coût, bien s'informer aussi. Une conception dominante et des conceptions dominées. Et qui décident volontairement de ne pas aller voter. Parce comment on arrive en fait à ce que nos voix soient entendues et pas juste un outil de l'État pour nous faire croire des choses et pour les utiliser à d'autres fins. Épisode 1. Démocratie. D'où viens-tu? Très bien, donc nous sommes avec Nelly, nous allons interroger la présidente du MRJC pour qu'elle nous explique un peu le pourquoi ce stage de recherche. Alors ce stage de recherche, il arrive dans un contexte, dans une année électorale, donc c'est une motivation où on vient parler beaucoup de démocratie, on l'entend à toutes les sauces et l'enjeu c'est d'en profiter pour se dire ben voilà, c'est quoi la démocratie? Alors pourquoi au MRJC on parle de démocratie? C'est quelque chose qu'on veut faire vivre et qu'on veut pour la société. En général, on a tendance à se dire ça, mais finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on vient de dire derrière? Qu'est-ce qu'on porte? Quelle forme on veut? C'est un peu toutes les questions qui se posent et l'enjeu, c'est de pouvoir justement pouvoir y réfléchir et puis s'armer d'un certain nombre d'éléments, d'arguments pour se faire une idée et pouvoir chacun construire son avis dessus. Est-ce que tu veux bien me dire qui tu es? William, je travaille au bureau national, donc on dit que je suis secrétaire national. Je suis membre de l'organisation du stage, animateur de la commission qui a organisé le stage. Et l'objectif de ce stage, c'est de proposer 5 jours de formation militante à des jeunes issus du milieu rural sur la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire se former sur la démocratie? C'est se doter de concepts, d'expériences qui permettent d'avoir une analyse de la société dans laquelle on vit pour pouvoir la comprendre, du coup émettre un avis critique et peut-être avoir envie de transformer certaines choses. Et donc on a construit le stage dans ce sens-là. L'idée, c'était de commencer le stage en se disant peut-être qu'on n'est pas en démocratie, en fait. Et du coup, on a une partie de ce postulat-là, et ce qui nous amène à vraiment venir définir la démocratie dans son sens profond. Et ensuite, on voulait se poser la question de est-ce que c'est ça qu'on veut, en fait? Est-ce qu'on veut être en démocratie? Et en fait, si c'est ça qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que c'est une fin, la démocratie? Est-ce que c'est une fin en tant que système, ou alors ce qu'on veut derrière c'est autre chose, c'est vivre ensemble et décider ensemble, c'est vivre, c'est l'égalité, c'est le principe de l'égalité, ou alors est-ce que c'est la liberté, enfin qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, c'est quoi la finalité? Voilà, donc ça c'était un peu le climax du stage. Le climax c'est-à-dire un peu le milieu, le pic, donc c'est ce qui se passera peut-être demain. Et ensuite la fin du stage, on voulait que ça nous amène vers une envie d'agir et de ressortir avec des propositions concrètes. Alors oui, on a envie de faire des plans pour changer le monde, mais c'est des plans sur du long terme, quoi. Et il faut bien commencer par quelque part. Tous les ans, on a envie de proposer des temps de formation comme ça qui prennent le temps, en fait, pendant 4 ou 5 jours pour creuser un sujet, faire venir des chercheurs, des élus, des acteurs locaux. Et oui, se prendre le temps, et en sortir quelque chose aussi, à la fois pour les individus qui viennent, pour le mouvement, l'association qu'on est, et pour le monde. C'est un peu le triptyque sur lequel on se base. Et ça a lieu une fois par an. Après, il y a d'autres événements nationaux qui permettent de réunir pas mal de jeunes ruraux dans le reste de l'année, mais qui ne sont pas construits de la même manière. Ok, merci. Bon,
Maintenant qu'on a compris dans quel contexte s'est organisé ce stage et comment il est articulé, autant plonger dans le vif du sujet, non ? La première journée s'ouvrait sur une grande plénière où 3 chercheurs étaient invités, Daniel Gaxi, Samuel Hayat et Ali Kébir, autour du thème « Démocratie, d'où viens-tu ? Qui es-tu » Mais c'est vrai ça. D'où viens-tu, démocratie ? Écoutons Daniel Gaxi nous l'expliquer. Donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la démocratie, c'est un sens très clair. On appelle démocratie un système politique que nous, maintenant, on appelle démocratie directe. C'est-à-dire un système politique dans lequel les principales décisions sont prises par l'Assemblée générale des citoyens. C'est ça qu'on appelle démocratie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ce que nous appelons, nous, maintenant, démocratie, n'est pas du tout considéré comme la démocratie. Par exemple, les élections, c'est pas du tout considéré comme un mécanisme démocratique. C'est considéré comme un mécanisme aristocratique. L'idée, c'est qu'avec les élections, on désigne les élus, donc élus, vous voyez le sens que ça veut dire, c'est-à-dire distincts des autres, élus. Voilà. Donc l'élection n'est pas du tout considérée comme un mécanisme démocratique. Alors en fait, la démocratie, ça a très peu fonctionné dans l'histoire. En réalité, on a un exemple, quand on parle démocratie directe, c'est la démocratie athénienne. Et en fait, donc c'est une cité grecque, une petite cité grecque, pendant une période très limitée. C'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le siècle d'or, le siècle de Périclès. Donc vous voyez, c'est une expérience dans l'histoire de l'humanité qui est finalement extrêmement réduite. Maintenant, ce que nous appelons démocratie, on fait une distinction. Il y a plusieurs types de démocratie. Il y a la démocratie directe, et puis il y a la démocratie représentative. Voilà. Et donc, il y a une discussion très, très contemporaine, à savoir, est-ce que la démocratie représentative est suffisamment démocratique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas la compléter ? Par exemple, y ajouter de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les démocraties représentatives sont considérées comme démocratiques ? En quoi elles sont démocratiques ? Alors, elles sont démocratiques officiellement. Il y a quelque chose qu'on peut appeler, à la suite d'un sociologue américain qui s'appelle Goffman, la façade officielle des systèmes politiques. Par exemple, la façon dont les systèmes politiques se donnent à voir. Comment ils se présentent officiellement. Par exemple, la France, officiellement, se présente comme un système démocratique. Par exemple, c'est écrit dans la Constitution. Tout premier article de la Constitution, la France est un régime démocratique. Voilà. Comme ça vient d'être dit, la France et d'autres pays se réclament de la démocratie dans la conduite des relations internationales. C'est considéré comme un argument pour attaquer l'adversaire, la Chine par exemple, ou l'instant, c'est un argument de relations internationales. Le soir de cette même journée, après le repas, a commencé un rituel qui allait durer jusqu'à la fin du stage, l'apéro débrief. Je me suis glissé auprès d'un groupe que j'allais ensuite accompagner pour le reste du stage afin de recueillir leurs sensations. En vrai, avoir ce point, on va dire, très théorique, en vrai, ça permet vachement en même temps d'être concret après. Au sens où je trouve que, mine de rien, si on n'en avait pas parlé aujourd'hui, à aucun moment je me serais dit c'est vrai qu'utiliser le terme démocratie, en fait, c'est hyper polysémique et c'est un sens en fait finalement très vague. Et donc en fait, je trouve qu'en fait, finalement, c'est très concret dans le sens où ça a beau être théorique. En fait, très concrètement, moi je sais que maintenant, enfin quelque part, quand je utilise le terme démocratie, je sais que ça a un sens et que ça veut dire quelque chose. Et du coup, moi je trouve qu'en vrai, ça trouve en tout cas à titre très personnel, ça trouve une concrétude en tout cas assez rapide au final. Mais c'est vrai que par contre, ça pose pas du tout la question sur, entre guillemets, en tout cas pour moi, comment on fait la révolution ou comment on change les choses, etc. C'est vrai que pour l'instant, c'est un point en aveugle. Et voilà, et clairement, le mot révolution n'a pas été prononcé que très en filigrane, etc. un peu à la fin. Et alors pour moi il y a une importance énorme entre la révolution et le réformisme et qui pour moi est une chose à trancher hyper forte dans ce biais-là quoi. Du coup on en a un peu discuté dans notre groupe et du coup il y avait cette question du pouvoir. Enfin, cette question du pouvoir elle est assez présente aussi dans nos échanges et c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut dire de ça
et comment on prend, en gros, comment on a la force de changer les choses aussi jusqu'à la prise de décision, parce que les mobilisations citoyennes aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y a pas eu la transformation parce que le pouvoir il n'était pas là où on l'espérait. Et que les personnes qui l'incarnent aujourd'hui, elles sont pas à l'écoute aujourd'hui de potentiellement l'intérêt général ou en tout cas de ce qui s'exprime chez les citoyens. Je trouve que c'est un truc intéressant à aller chercher aussi en fait, quand on va demander aux gens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on fait de la parole aussi des concernés, comment nous, en tant notamment qu'association, on est garant aussi de ce truc-là et de faire en sorte que cette parole, elle serve à quelque chose et qu'elle nous amène à construire après à potentiellement des prises de décision à minima à notre échelle et peut-être après dans la construction des politiques publiques aussi. Qu'est-ce qui définit officiellement un régime comme étant démocratique ? Il y a une lutte sur la définition de ce qu'est la démocratie. Certains ajoutent des choses. Par exemple, je vais revenir là-dessus, certains considèrent qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'état de droit. Or, il y a un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui ont mis en place un certain nombre d'institutions qui sont considérées, à tort ou à raison, comme s'écartant de l'état de droit. La Pologne, par exemple, la Hongrie. Voilà. Donc je vais défiler les différentes composantes de la démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'un régime est démocratique ? Un élément central qui fait qu'un régime est perçu et se présente comme étant démocratique, c'est le vote. C'est le vote. Et c'est le vote universel. Les régimes que nous percevons comme étant démocratiques ou qui se revendiquent comme étant démocratiques se sont construits autour de l'institution électorale et autour du suffrage universel. Mais au XIXe siècle, ça allait de soi que c'était universel, quand tous les hommes au-dessus de 21 ans pouvaient voter. Voilà, considérait que là, ça y est, c'était bon, c'était universel. Tout ça s'est mis en place dans des luttes. Le suffrage universel direct, même masculin, c'est-à-dire en fait restreint, s'est mis en place dans des luttes. Par exemple, en France, comme vous savez, il y a un épisode en 1792-1793, mais sinon, c'est à la suite de la Révolution de 1848 qu'il y a eu le suffrage universel, tout de suite remis en question, d'ailleurs, dès 1850, avec l'imposition d'une obligation de résidence de 3 ans, qui avait pour intention, qui a eu pour effet, d'écarter du droit de vote plusieurs millions d'ouvriers itinérants. Derrière l'exercice du droit de vote, il y a un enjeu social. Il y a des luttes pour l'étendre, il y a des luttes pour le restreindre. Alors, il faut donc, on allonge la liste, donc il faut des droits et des libertés, mais il faut que ces droits et ces libertés soient garantis. Garantis par le droit. Et garantis par le droit et garantis par l'application du droit. Donc vous voyez, on voit apparaître une condition supplémentaire. On considère maintenant, c'était pas le cas il y a pas si longtemps, que pour avoir vraiment une démocratie, il faut un état de droit. C'est-à-dire un état où tout le monde, y compris les gouvernants, agit conformément au droit, en respectant le droit. Donc il faut que le respect du droit soit garanti. Donc certains considèrent qu'il ne peut y avoir de démocratie que s'il y a état de droit. Alors, du coup, nous, on a abordé 2 grandes questions avec Daniel Gaxi. Qu'est-ce qu'un conseil constitutionnel et à quoi ça sert ? Et qu'est-ce que le sens caché ? Moi, je vais aborder plutôt le premier thème. Qu'est-ce que c'est concrètement le conseil constitutionnel ? On est parti du postulat qu'aujourd'hui, une démocratie, elle ne fonctionne que si tout le monde, donc autant les gouvernés que les gouvernements, respectent le droit et l'état de droit. Et en fait, on est parti un petit peu de l'histoire, c'est que sous la 3e et la 4e République, les parlementaires avaient beaucoup de pouvoir, ils étaient élus directement par le peuple, et en fait, il n'existait aucun organe de contrôle pour limiter leur pouvoir sur l'élaboration des lois. Donc éventuellement, ils ont pu étendre un peu trop leur capacité à faire des lois et à dépasser un petit peu les limites de ce qui était acceptable. Du coup, sous la 5e République, en 1958, il a été décidé qu'un organe de contrôle supérieur, qu'on appellerait le Conseil constitutionnel, viendrait un petit peu superviser leur travail et serait là en fait en tant que garde-fou.
Autant aujourd'hui on trouve beaucoup d'avantages à cet organe supérieur qui permet en fait d'être un garde-fou pour les lois des parlementaires qui risqueraient de déborder un petit peu sur les limites qu'on s'est données dans notre démocratie. Le reproche qu'on peut faire en fait, c'est que les membres de ce Conseil constitutionnel en fait ne sont pas des juristes de formation qui seraient neutres, objectifs. Ce sont d'anciens membres de la vie politique, donc qui ont en eux-mêmes des orientations et des idéologies en fait qui peuvent orienter plus ou moins leur prise de décision. Alors enfin, le dernier mouvement en date, d'ailleurs, pour définir ce que c'est de la démocratie, il y a un certain nombre de choses qui se sont ajoutées historiquement. Suffrage universel direct, pluralisme, sincérité des élections, enveloppe, isoloir, liberté, liberté publique, état de droit, contrôle de l'état de droit. Vous voyez, on a ajouté des strates, avec à chaque fois des débats, des luttes. Savoir si c'est vraiment démocratique, si c'est si démocratique que ça. Et la dernière en date de ces adjonctions de couches supplémentaires, c'est tout un débat. L'idée que finalement le vote c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant pour établir la démocratie. Et la démocratie représentative, elle n'est pas suffisamment démocratique. D'où l'idée qu'il faut la compléter, au minimum, lui ajouter quelque chose. Et donc c'est l'idée qu'il faut ajouter à la démocratie représentative de la démocratie participative ou délibérative. Voilà. Il y a quand même le rôle central du vote dans la définition et dans le fonctionnement de la démocratie. Par exemple, dans la façade normative officielle de la démocratie, le vote joue un rôle central. Il y a une partie des gens qui ne votent pas. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont étrangers. Donc c'est à peu près actuellement 7% des personnes en âge de voter qui ne votent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Ensuite, il y a des gens qui ont la nationalité, qui pourraient voter, mais qui ne votent pas parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc là, il faut rajouter, alors les chiffres varient, c'est entre 6 et 10%. Alors, il y a ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, qui pourraient voter et qui ne votent pas. C'est ce qu'on appelle les abstentionnistes. Alors, ces abstentionnistes, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une tendance générale dans la quasi-totalité des pays, à l'augmentation de l'abstention. Alors, surtout, c'est ce qu'on appelle, ce qui a augmenté, c'est pas tellement l'abstention structurelle. L'abstention structurelle, c'est ceux qui s'abstiennent tout le temps. Ça augmente légèrement. Le dernier chiffre en France, c'est 14%. Pendant longtemps, c'était en dessous de 10%. Donc il y a une légère tendance à l'augmentation de l'abstention structurelle. Alors vous avez vu, par exemple, qu'il y a un record d'abstention qui a été battu en France lors des élections régionales du mois de juin cette année, avec 67%, les 2/3. 2/3 des personnes inscrites sur les listes électorales. Si vous ajoutez les non-inscrits, plus les étrangers, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et du coup, pour la deuxième question qu'on a abordée pendant ce temps, il y a une question sur le mécanisme censitaire qui était plus ou moins encore présent dans notre société actuelle. Et Daniel Gaxi nous a un petit peu abordé la question sous un prisme en parlant des personnes qui se sentent légitimes ou non à voter par rapport à deux conditions. Il y a certaines personnes qui vont se sentir légitimes de parler de politique, légitimes d'aller voter parce qu'ils ont acquis des connaissances, acquis des compétences. D'autres personnes qui, par leur statut, se sentent aussi légitimes et d'en parler et d'aller voter et de débattre. Et il y a également les personnes qui ne se sentent pas légitimes, donc parce qu'ils n'ont pas les connaissances, parce qu'ils ne se sentent pas aptes, et aussi parce qu'ils ne se sentent pas avoir un statut dans la société qui leur permet d'avoir une légitimité de parler de politique. Et en fait, là où le mécanisme censitaire se fait ressentir, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ne font pas en sorte que les populations qui ne se sentent pas légitimes se sentent plus légitimes de porter leur voix. Il y a à peu près 50 ans, il y avait beaucoup de syndicats qui allaient vers les populations dites précaires, qui leur disaient « mais en fait, vous avez une voix, allez voter, allez vous exprimer,
Vous pouvez parler de politique, n'hésitez pas, vous aussi vous êtes concernés. Et aujourd'hui, on est quand même sur une baisse de l'insyndicalité qui est assez énorme. Et il y a peut-être plus ces personnes qui font la médiation entre la politique et les personnes qui se sentent pas forcément légitimes. Et donc c'est un petit peu ce creux aussi qu'on voit dans l'abstention. Donc il y a un problème d'augmentation de l'abstention qui vient miner quand même la façade officielle des régimes démocratiques. Ils sont démocratiques parce que c'est le peuple qui désigne ses dirigeants. Le problème, c'est que le peuple, il se réduit, quoi. Le peuple qui vote, il se réduit. Donc il y a déjà ce premier problème. Et il y a un autre problème, c'est que plus l'abstention augmente, plus se renforcent les inégalités de participation électorale. Parce qu'il y a un renforcement de la défiance politique. Défiance non pas à l'égard de tel ou tel parti, mais à l'égard de tous les partis, de tous les gouvernements, du système politique dans son ensemble. Et cette défiance politique, elle touche particulièrement ceux qui sont confrontés aux difficultés de vie les plus aiguës, c'est-à-dire les catégories populaires, les précaires, les catégories jeunes. Le problème de l'abstention, c'est un problème démocratique au double sens. De un, ça mine l'évidence que nous sommes dans un système démocratique, parce que ça n'est plus vrai que les gouvernants sont désignés par tout le peuple. Ça mine le principe d'égalité, c'est-à-dire tout se passe comme si l'exercice des droits politiques devenait une sorte de privilège politique qui est lié à la position qu'on occupe dans la société. Et ceux qui occupent les positions les plus importantes, les positions de direction, de domination, c'est ceux qui exercent le plus pleinement leurs droits politiques, donc qui bénéficient de privilèges politiques. Et tout ça n'est pas sans conséquence, parce qu'il y a un certain nombre de travaux, on commence à s'intéresser là-dessus, qui mettent en évidence que le problème de savoir qui vote ou qui s'abstient a des effets sur l'orientation des politiques publiques. Tout se passe comme si, vous voyez, ceux qui votent et qui votent régulièrement ont plus de chances de se faire entendre des gouvernants, des représentants, des dirigeants, et ont donc plus de chances d'avoir des politiques telles qu'ils les souhaitent, c'est-à-dire en faveur de leurs intérêts. Le lendemain de cette intervention, nous avons pu entendre Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui a complété notre définition de la démocratie et son historique avec ses propres termes. Les débats ayant commencé hier, on va utiliser chacun des termes avec beaucoup de guillemets quand on parle de la démocratie, il n'y a pas une démocratie, c'est pas un État déterminé, c'est un processus, et je pense que en préliminaire, l'idée c'est que c'est toutes les sociétés qui sont en voie de démocratisation, et y compris ici aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est un système absolument démocratique, totalement démocratique. Donc ce préalable étant fait, je crois que en fait l'aspiration à la décision collective et en fait l'organisation des sociétés humaines, de l'ensemble des sociétés humaines, inclut de toute façon des formes de décision et de délibération collective qui peuvent être considérées comme des formes démocratiques, imparfaites ou pas. Donc c'est de mon point de vue une réalité universelle, dans le sens où les sociétés humaines ont besoin de ces formes-là de délibération collective pour fonctionner. Après, ça ne se traduit pas toujours dans un système complet, on va dire, et aussi structuré. Et donc, de ce point de vue-là, j'allais dire que le principe de la discussion collective et de la délibération, c'est un principe qui existe dans toutes les sociétés humaines. Après, la question, c'est jusqu'à quel point et comment ça évolue en fonction des époques. De mon point de vue, aujourd'hui, c'est un certain nombre de principes et de modalités qui sont à une aspiration de tous les peuples et qui peuvent être aussi construits à partir de l'expérience de tous les peuples. C'est pour ça que, pour moi, la question, c'est pas de penser la démocratie comme avec une origine unique et qui, de là, se répandrait dans le reste du monde, parce que du coup, il y a
on rentre là, et je pense que c'est le cœur du débat sur la question du néocolonialisme dans une vision impérialiste de mon point de vue. Mais on va dire les droits fondamentaux, les droits démocratiques fondamentaux, je crois, oui, ils sont universels dans l'idée que toute personne doit pouvoir participer aux décisions qui concernent sa propre existence et celle des autres qui constituent les sociétés dans lesquelles elles et ils vivent. Et donc, de ce point de vue-là, intrinsèquement, pour moi, c'est les droits démocratiques sont universels dans cette compréhension-là. Le soir même, après l'apéro débrief, la tête remplie de concepts, d'idées et de définitions, on a voulu mettre en pratique vraiment qu'est-ce que c'est la démocratie à l'échelle d'une veillée, à l'échelle d'une soirée. Et c'était un beau bazar. Et ben c'est parti pour la veillée alors. Alors nous vous rappelons nos 5 candidats du jour, les 5 candidats pour lesquels vous allez devoir choisir la semaine prochaine dimanche. Donc nous avons Clotilde, nous avons Adèle, c'est ça ? Amine qui était pour la sciure. Charlotte qui propose des toilettes sèches, nous sommes toutes traditionnelles. Et Raymond, le bon sens rural et les merguez pour l'inauguration, bien sûr. On est dans la continuité. Alors, il va falloir vérifier si on a besoin d'un deuxième tour ou pas. En tout cas, il semblerait que la petite dernière, c'est Clotilde. Voilà. Alors, est-ce que les hygiénistes se feront rembourser leurs frais de campagne ? Nous ne savons pas. Vous savez les résultats officiels de la présidentielle ? Oui, je suis désolé, je me suis un petit peu enflammé tout à l'heure. C'était les sondages qu'on m'avait annoncés à l'entrée des mairies. Et c'est vrai que... Et il se trouve derrière nous. Bon, de toute évidence, on avait encore beaucoup de choses à apprendre sur la démocratie et ses fonctionnements. Mais c'était la fin d'une longue journée, il fallait aller se coucher et se préparer pour la suite du stage qui n'était pas moins dense. Alors à demain. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du stage de recherche Démocratie Es-tu là, organisé par le MRJC, qui s'est tenu du 19 au 23 décembre 2021 à Montauban de Bretagne. Plus d'informations sur le Facebook du MRJC, ainsi que sur son site mrjc.org. Alex Simonet m'a accompagné à la captation sonore, William Petitpas et Alex Simonet à l'écriture. J'ai réalisé cet épisode et composé la musique. Je m'appelle Raphaël Mars et je vous dis à bientôt sur Démocratie Es-tu là ?